Bonjour et bienvenue dans ce 12e numéro des Rendez-vous de l'Info, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité de la semaine à Mayotte en compagnie d'un invité. Nous sommes ici dans la cour intérieure du Conseil général de Mayotte et notre invité justement se trouve à quelques mètres d'ici. Je vous propose de la retrouver, il s'agit de Sarah Moussoun. Je viens de retrouver notre invitée, il s'agit de Sarah Moussoun, conseillère générale de Dembéni. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Donc, nous sommes là pour parler de l'actualité de la semaine qui a été marquée par l'arrivée de la ministre. Mais avant d'y revenir, nous allons parler de ce sujet qui concerne le service de l'immigration de la préfecture dont les conditions d'accueil ne sont pas forcément décentes. Les précisions de Camille Leca. Agglutinés en plein soleil et pendant des heures, voilà le quotidien des dizaines de personnes qui attendent devant les portes du service de l'immigration et des étrangers de la préfecture. Parmi eux, de nombreuses familles, des femmes et des enfants. Très souvent, ils viennent juste récupérer un récépissé pour leur titre de séjour, un simple papier qui demande parfois des heures de démarche. Yo normal bika skamba balo tulwa rendez-vous ambilamba rendez-vous ya le 4 wende tale 5 ou le 6 ou le 7 tale 10 déjà bwantu wale na récépissé bani zina 2 mois ambazo madzazi komo waseya na ushuka wao ambali wa maliju yo c'est pas normal. Non, wasira vandangu sizeri rangu jana ritsaringe monor na récépissé rivolo date limite ra vani karsire ngwa risconsidura mor zinyama wasi churi de tout simplement accès au droit elobe baskam et tous les churitao. Si certains déplorent les délais, d'autres s'estiment mal informés de la part des services de la préfecture. nayo vantu valo na hamili vantu valo na nazaza vantu valo wadzade vantu valo mahandikape lazima wao watoe dele ambavani wawe mtu kadha lazima dele yao je kadha kadha wanyu vuje vantu sa ta amba vantu 10 au vantu 20 na waje dat kadha vantu 50 waje dat bewasira vantu tultas kumoja roho zisilawa yote nzuzuri. Ces mauvaises conditions d'accueil pourraient un jour conduire à un accident potentiellement grave. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde craint ici. De longues files d'attente et des personnes excédées par les conditions dans lesquelles elles sont accueillies au service de l'immigration de la préfecture. Sarah, quelle est votre réaction devant ce reportage ? Écoutez, ce que je peux dire tout de suite, franchement, c'est déplorable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais aujourd'hui, on vous parle du service de l'immigration au niveau de la préfecture, mais je pense que la problématique n'est pas seulement à la préfecture. Nous le connaissons au niveau de notre institution, au niveau du tribunal aussi, au niveau de l'état civil, au niveau des services de nationalité. Lorsqu'on parle tout de suite d'un grand service public tel que les services d'immigration, les services des nationalités et les services de l'état civil, je pense aussi que la même problématique se pose aussi dans certaines grandes mairies, notamment à Mamoudzou. Cette problématique de l'accueil est quand même très très compliquée. C'est vrai que trouver une solution, est-ce qu'il n'aurait pas fallu réfléchir à ces conditions d'accueil. Ça touche toutes les administrations quasiment ici à Mayotte. Pratiquement, même le CHM, l'hôpital, les gens se plaignent. Mais là, franchement, ce que je viens de voir au niveau de la préfecture, j'en suis vraiment touchée parce qu'on ne peut pas laisser des gens attendre, surtout lorsqu'on entend certaines personnes parler, dire qu'ils sont là depuis la veille, parce pour pouvoir attendre d'être reçus. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre façon de faire pour éviter
cette foule tous les matins et des accidents qui peuvent arriver parce qu'après qui sera responsable? Ça va être quand même ceux qui gèrent les services de la préfecture, comme chez nous au tribunal ou à la mairie. Parce que je le rappelle, Sarah, vous êtes également greffière au tribunal. Tout à fait, je suis greffière et je connais quotidiennement. cette situation parce que je la vis pratiquement toutes les semaines. Les lundis et les mercredis, c'est le jour d'accueil chez nous au tribunal. Les gens arrivent parce que ont des difficultés au niveau des paperasses, donc il faut venir faire rectifier certains documents. Et donc nous, au niveau de nos services, on ne peut pas accueillir tout ce monde, même si avec la volonté qu'on voulait pour pouvoir les accueillir, on n'aurait pas pu parce que il faut connaître, parce qu'il faut après traiter ces dossiers-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt discuter, dire comment faire pour éviter que cette foule arrive en nombre comme ça dans la journée. Alors est-ce que ne pas Vous dire... avez des pistes de réflexion de ce côté-là? Des pistes, on peut les avoir chez moi. On a déjà commencé à travailler avec certains collègues. On a réfléchi à dire est-ce qu'on ne peut pas demander aux personnes qui sont au-dessus de nous de dire que voilà, on essaie de trouver une solution. Par exemple, nous connaissons que la plupart des gens viennent des 17 communes. Alors, et voir par rapport aux demandes, parce qu'on peut le savoir ça parce qu'il y a certains courriers qui arrivent par voie postale, dire que le courrier qui arrive c'est plutôt Congo, la masse vient plutôt Mamoudzou, dire voilà, pendant une certaine période, on ne reçoit que les personnes qui habitent dans la zone Mamoudzou, la zone Congo, pour éviter à ce que tous ces gens qui viennent de loin, qui paient des frais de taxi, qui ne sont pas forcément reçus le même jour. Qui ne sont pas reçus, ça je vous le confirme, ils arrivent, mais arrivés à vers 10h, 10h30, on est obligé, désolé, d'aller leur dire, excusez-nous, on ne peut pas vous recevoir, on peut rallonger pour 10 personnes, mais pas plus. Et on sait, les personnes qui attendent, qui ne sont pas contents, qui sont arrivés depuis 18h, ça se comprend. Donc c'est vrai qu'au niveau de la République, ça ne fait pas une belle image, ça ne donne pas une belle image de la République. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des solutions et des pistes, il y en a, il faut les mettre en place et faire comprendre à ces personnes qu'il ne faut pas se déplacer pour rien, parce que s'ils se déplacent alors qu'ils n'ont pas reçu dans l'organisation en disant que c'est telle commune qui est reçue aujourd'hui, c'est pas la peine. Donc ce ne sera plus la faute à l'institution, mais ce sera la faute à la personne qui s'est déplacée pour rien. Autre condition en fait qui sont pointées du doigt, celle des agents du Conseil général qui eux également manifestent contre les conditions de travail qui sont les leurs, dangerosité, difficulté. C'est le cas de ces employés du CG, du Conseil général, affectés à l'unité d'action sociale de Chiconi. Les précisions de Patrick Millan. Depuis hier matin, les agents du Conseil général de Chiconi, en poste à l'unité d'action sociale, exercent leur droit de retrait et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les 34 agents se plaignent des conditions de travail et notamment de la dangerosité du bâtiment. Un bâtiment qui accueille au moins 6 services sociaux, dont celui des assistantes sociales, qui sont censées se déplacer au domicile des administrés, mais sans moyen de locomotion. Alors les entretiens se déroulent au bureau et au milieu des autres services, car il n'y a que 4 postes de travail, mais là encore, les conditions semblent difficiles, car même le secret médical ne peut être garanti. Pour Issouf Ali Ravza de la CGTMA Santé, il devient impossible de travailler dans ces conditions. Les conditions de travail ne leur permettent pas d'accéder sur cet établissement. Du coup, tout l'ensemble des employeurs, ils sont 34 agents qui exercent à l'intérieur, ils suivent ce droit de retrait depuis hier. Tant que le danger n'est pas écarté, nous resterons à l'écart de cet établissement. Ces agents du Conseil général ont le sentiment d'être abandonnés à l'autre bout de l'île par leur employeur. Un déplacement d'un élu ou d'une autorité et un peu de considération devraient suffire à désamorcer ce conflit social. Tout à l'heure, Sarah, on voyait le public justement qui se plaignait de ces conditions. Là, au niveau du Conseil général, ce sont carrément les salariés qui se plaignent. Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas un vrai problème qu'il faut régler ?
Écoutez, le problème du Conseil général, notamment dans ces unités d'action sociale, ne date pas d'aujourd'hui. C'est des problèmes qui datent depuis un certain temps. Les agents ont dénoncé les conditions de travail. Et à l'époque, je me rappelle, lorsque j'étais encore deuxième vice-présidente chargée de l'action sociale au niveau du Conseil général, j'ai été sensibilisée par les agents et j'avais commencé à faire un début de travail avec ces agents et notamment avec les services du CG pour essayer de trouver des conditions adéquates pour que le personnel puisse travailler dans de bonnes conditions, parce que vous imaginez, les assistantes sociales qui reçoivent un public, il y a toute une intimité par rapport à la personne qui est reçue, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Des personnes qui déjà sont en difficulté qui sont déjà en difficulté, qui se retrouvent dans un bureau avec 4 personnes, elle a des choses à dire et que les autres ne sont pas censés savoir ou connaître. Donc ça, c'est déjà ça crée un malaise. Il y a aussi l'autre malaise, c'est les conditions même de travail. Vous avez vu l'état de délabrement du bâtiment. Aujourd'hui, est-ce que le Conseil général, on nous a fait comprendre que les comptes sont bons au niveau du CG, est-ce qu'il n'est pas maintenant urgentissime que les élus du Conseil général se disent que c'est quand même une priorité, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dénoncé, que les attributions du département, c'est le social. Si nous ne travaillons pas sur ce social, qu'est-ce que nous allons faire? Les associations ne peuvent plus travailler parce que ne sont plus subventionnés comme il faut. Aujourd'hui, les agents ne peuvent plus travailler dans des conditions normales. Je comprends maintenant leur droit de réserve. Aujourd'hui, c'est un début, un droit de réserve, mais demain, peut-être même qu'ils vont arriver à faire la grève. On n'aimerait pas en arriver à là. On parle de l'unité de Chiconi, mais il faut parler aussi des PMI, l'état de condition des PMI. Il faut aller voir les PMI de Doumonier, celles de Passamainti. Donc, ces choses-là, franchement, est-ce que les élus ont conscience ou se disent que ce n'est pas une priorité pour eux? Mais pour moi, en tout cas, est-ce que c'est ma sensibilité de femme ou est-ce que parce que je vois ou je l'ai senti, j'ai visité ces unités, ces structures, je les ai visitées, j'ai vu les conditions, mais à Doumonier, j'ai été choquée lorsque je suis allée visiter C'était combien de temps cela? C'était en 2012. Mais même les toilettes, personne ne pouvait y aller. Travailler sur un ordinateur, faire un rapport, l'agent ne pouvait pas parce que les fils électriques étaient pendus de partout. Donc les conditions sont catastrophiques. Et je comprends. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, ce que je peux demander, c'est lancer un appel au niveau du Conseil général, notamment auprès du président du Conseil général, qu'il puisse comprendre que si aujourd'hui ce sont les agents qui sont en difficulté, ça risque de le mettre lui-même en difficulté parce qu'un accident est vite arrivé et qui sera responsable, ce sera le président du Conseil général et on n'aimerait pas en arriver à là. Donc il y a urgence aujourd'hui de débloquer des fonds, de trouver. J'avais même proposé à l'époque en disant on loue, ça coûte très très cher au niveau du Conseil général de louer des maisons individuelles. Est-ce qu'il ne serait pas prêt aujourd'hui que les comptes du Conseil général sont au beau fixe, de contracter un emprunt et de dire voilà, on fait un plan en disant voilà, aujourd'hui c'est Chiconi qu'il faut prévoir une structure et ainsi de suite. Jusqu'à un certain temps, on aura peut-être dépensé fort pendant un début de temps, mais les locaux appartiendraient au Conseil général et les agents travailleraient dans de très bonnes conditions. On continue, Sarah, dans le social. Vous avez anticipé un peu le sujet qui va suivre. Il s'agit des PMI. Un projet de loi a été justement présenté en Conseil des ministres ce mercredi et un projet de loi de santé qui ne mentionne pas dans son volet prévention les PMI justement. On regarde ce reportage de Patrick Millan. Dans un avis voté mardi dernier, le Conseil économique et social s'inquiète du devenir des PMI. Il faut savoir que la PMI, qui est l'unique compétence sanitaire décentralisée, ne figure pas dans le volet prévention du projet de loi santé qui a été présenté mercredi en Conseil des ministres. À Mayotte, chaque année, c'est plusieurs milliers de personnes qui vont dans les PMI car les soins y sont pris en charge par le Conseil général à hauteur de 96% et seulement 4% par l'État. Pour Sarah Moussoun, la situation est intenable. C'est une institution qui est très proche de la population et nous connaissons aujourd'hui avec l'absence de l'AME, l'aide médicale à Mayotte, la PMI rend service énormément à une population étrangère qui a besoin de ces soins-là. La seule question aujourd'hui qui m'embête,
Les moyens aujourd'hui, est-ce que nous aurons ces moyens-là qui pourront aider ces PMI à survivre? Parce que pour le reste, je fais confiance aux propositions du Conseil économique et social, mais il faut aujourd'hui que le débat soit plus approfondi sur les moyens. Le Conseil économique et social devrait également se saisir dans les prochains jours d'un rapport sur la santé en Outre-mer. En 2012, le taux de mortalité infantile était de 3,5 pour 1000 naissances en métropole, 6,8 à La Réunion, 7,1 en Guadeloupe, 7,2 en Martinique, de 11,8 en Guyane et de 13,5 à Mayotte, Mayotte qui détient là encore un record national. Enfin, c'est du bout des lèvres que ce rapport évoque l'immigration qui, selon les chiffres, représente une large partie des personnes qui bénéficient de la PMI. Il ne s'agit ici que d'un projet de loi, mais c'est déjà très inquiétant, Sarah. Et oui, c'est vrai, c'est un projet de loi, mais ce que je dis, ce n'est pas encore fermé. Et je suis très très fort heureuse que le Conseil économique et social ait fait ces propositions, parce que je pense que le poids du Conseil économique et social est très important dans ces projets de loi. Donc je fais confiance à cet organisme, notamment du Conseil économique et social. Parce que pour en revenir avec cette histoire, cette problématique des PMI, ça a été bien dit dans l'intervention de Unique compétence sanitaire décentralisée. Décentralisée, et c'est quand même, et c'est du jamais vu dans les autres pays. C'est quand même un honneur pour notre pays, pour la République, pour la France aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas non plus que d'ici, parce que pour faire des économies, on nous dit voilà, on laisse tomber les PMI. Structure de proximité, aussi, justement, donc l'avantage. Prévention de la mère, de l'enfant de moins de 6 ans, c'est important. Et je prends le cas de Mayotte aujourd'hui. Effectivement, c'est une grosse difficulté que nous avons parce qu'il y a un problème de financement. Ça a été bien dit qu'une grosse partie est financée par le Conseil général. Et souvent, les gens disent que ce sont les gens qui sont en situation de précarité qui vont dans les PMI. Non, c'est faux. Il faut enlever cette idée qui est préconçue. C'est tout le monde qui peut aller aujourd'hui en PMI, parce qu'on sait que là-bas, nous avons pratiquement toutes les spécialités. Nous avons les sages-femmes, nous avons les puéricultrices. Prise en charge est beaucoup plus rapide également. Prise en charge plus rapide. Donc aujourd'hui, pour moi, effectivement, il faut se battre. Il faut que les parlementaires, il faut que les élus aussi prennent une motion en disant que le gouvernement doit prendre en compte la situation des PMI, notamment dans les Outre-mer et notamment en Mayotte, où le besoin est encore plus grand. On continue décidément toujours dans le social, Sarah, mais par contre on part du côté du marché de Mamoudzou, où des vendeurs à la sauvette ne cessent de se multiplier, coursés par les policiers nationaux et municipaux. Ils ne désemplissent toujours pas. On regarde ce reportage de Shakila Youssouf. Les marchandises sont étalées sur un tissu qui fait office de panier. Dès que les policiers municipaux et nationaux font une descente, ils prennent la peau d'escampette. Malgré des contrôles réguliers, le nombre de vendeurs à la sauvette augmente. Sacs à main, bijoux, sous-vêtements, produits alimentaires et ustensiles de cuisine. Ces vendeurs sont prêts à tout vendre pour avoir de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Au niveau B, au niveau local, les charia local, kawasi azimaora. Na wantu wanu waudzao wanu. Wanu wantu ikomba izmarkwaz rengo wani wao wasile wana wa Shifaransa, yo faïda ya Shifaransa. Ils restent sous le soleil toute une journée pour avoir 20 à 100 €. L'essentiel pour eux est de trouver du travail et de ne pas rester à rien faire. Cette consommatrice préfère les voir dehors dans les rues à vendre plutôt qu'ils aillent cambrioler les maisons et les entreprises. Quelques-uns des vendeurs à la sauvette font du porte-à-porte pour écouler leurs produits qu'ils achètent depuis Dubaï. Certains pensent que si dans leur pays d'origine ces familles pouvaient y travailler, alors elles ne seraient pas venues à Mayotte. Cette situation n'existerait pas. Reste à savoir ce que vont devenir leurs enfants nés sur le sol français. Si les choses changent chez eux, continueront-ils à vivre à Mayotte ou repartiront-ils sur leur île d'origine ? Une situation qui se répète encore et encore. Sarah, quelle est votre réaction ? Là encore, je dis aussi, on a laissé faire.
parce que c'est comme, je vous dirais encore, on nous parle aujourd'hui de la situation des personnes en situation irrégulière qui construisent un peu partout. C'est parce qu'il y a eu un laisser-faire. On n'a pas essayé de contrôler dès le départ et on l'a laissé faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est responsable de ce qui arrive aujourd'hui, notamment les responsables communaux de la commune de Mamoudzou. Maintenant, est-ce qu'il faut aussi attaquer ces personnes-là? On a écouté l'intervention de cette jeune dame qui disait effectivement, je préfère les voir dans la rue à vendre que de venir nous cambrioler. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Comment réglementer pour que ces personnes puissent trouver un autre lieu que de se mettre en plein centre de Mamoudzou, parce que ça ne donne pas non plus une belle image de la commune, de la capitale pour les gens qui viennent de l'extérieur. Ce qui révolte également les commerçants qui qui payent des patentes, effectivement, je les comprends aussi. Mais aussi, il faut se poser aussi une question, ces personnes qui vendent à la sauvette, d'où viennent ces produits? Est-ce que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi aussi qui sont comme là à les employer, à leur dire voilà, on ne peut pas faire, je suis fonctionnaire, je ne peux pas vendre, est-ce que vous ne pouvez pas faire moi? Parce que la plupart de ces gens-là, il se dit aussi que ce sont des gens qui sont des fonctionnaires, qui font venir des produits de la Chine ou de Dubaï, mais étant fonctionnaires ne peuvent pas, qui se servent de ces personnes pour vendre, pour faire écouler leurs produits. Donc aujourd'hui, c'est une grosse problématique qu'il faut remettre sur la table. Je pense qu'il appartient au service de la commune, au département et de l'État de se mettre autour d'une table et de dire voilà, quelle solution trouver. Il y a une urgence aujourd'hui, maintenant quelle est la solution? Je ne peux pas vous la donner là tout de suite, mais on peut la trouver cette solution, essayer de trouver un endroit peut-être, dire à ces gens-là, voilà, vous pouvez vendre et surtout avant tout, contrôler ces produits-là. Est-ce que ce sont des produits qui sont rentrés légalement? Est-ce qu'il y a eu, les gens ont payé les taxes douanières comme tout le monde? Parce qu'il faut penser aux autres commerçants qui ont leur patente, qui paient la douane, qui font rentrer ces produits-là. Donc c'est un débat qui est ouvert. Certains d'entre eux sont même tentés de vendre également sur les trottoirs pour éviter... Tout à fait. Donc c'est un débat qui est ouvert. Maintenant, il faut trouver la solution, mais la solution, je ne peux pas l'apporter aujourd'hui. On souhaite qu'elle va être trouvée justement. On continue, Sarah, avec un autre sujet. Donc là, on va du côté économie, on sort du social avec l'octroi de mer. Donc une démarche a été entamée pour réviser le taux général de l'octroi de mer à Mayotte. On écoute Daniel Zaidani, président du Conseil général, au micro de Camille Leca. La base de données de l'octroi de mer correspond à peu près à près de 15 000 produits. Nous avons décidé de faire appel à un cabinet pour nous proposer des tarifications les plus appropriées à mettre en place sur le territoire afin d'éviter des difficultés que nous avons pu rencontrer ici ou là. Par à coup, le Conseil général, bien évidemment, a pu ajuster, modifier et rattraper. Mais je crois que lorsque nous avons une stratégie de développement conçue et réalisée dans un objectif clair qui consiste à faire baisser les prix sur le territoire, à dynamiser des secteurs économiques, je pense notamment au réseau, à l'internet, au débit. Donc du coup, ce cabinet va nous faire des propositions qui nous permettra d'avoir une stratégie politique correspondant à une volonté réelle d'améliorer la vie au quotidien des consommateurs. L'octroi de mer en arrivant à Mayotte a beaucoup surpris les Mahorais, surtout dans le milieu économique. Et là, ici, le président parle d'une révision du taux général. Sarah, selon vous, est-ce que ça n'arrive pas un peu tard? Écoutez, on dit toujours mieux vaut tard que jamais, mais moi, je reste un peu dubitative lorsque j'entends le président dire qu'on va prendre un cabinet qui va faire des propositions. Mais on savait depuis un certain temps qu'on allait mettre en place l'octroi de mer. Et pourquoi on n'a pas anticipé justement pour pouvoir travailler? Et j'ai cru comprendre qu'on avait déjà pris un cabinet pour pouvoir faire des propositions au Conseil général avant de prendre les délibérations. Mais aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, mais ce qui coûtera encore très très cher au département. C'est vrai que pour certaines entreprises, nous avons vu la dernière session, nous sommes revenus sur certaines délibérations, notamment sur la presse, sur certains produits alimentaires, donc au fur et à mesure, parce qu'à la demande de certaines entreprises ou de certaines sociétés qui effectivement ont vu que ça allait coûter très très cher à l'entreprise, et c'est quand même un problème de survie de l'entreprise si effectivement
les produits sont taxés très très haut. Puis le consommateur et aussi, surtout et le par la consommateur, suite. ça se fait répercuter au niveau du consommateur. Mais moi, franchement, ce qui me désole, c'est que c'est l'habitude ici. Lorsqu'on nous propose quelque chose, l'État propose quelque chose pour le département, des textes arrivent, on n'arrive jamais à anticiper ou à voir dans le long terme. On est toujours là à penser, à réfléchir dans l'immédiat et sur le court terme, alors qu'on ferait plus d'économies, que ce soit au niveau du département, que ce soit pour les entreprises et les sociétés, si dès le départ on avait déjà commencé à travailler avec ces gens-là. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On vous retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec notre invitée Sarah Moussoun. Sarah, merci à vous. Merci. Juste pour préciser, vous pouvez nous dire où nous sommes et pourquoi vous avez choisi ce lieu, puisque c'est vous qui nous aviez invités ici. Écoutez, nous sommes ici. J'ai voulu que cette interview se fasse dans la cour du Conseil général parce que je trouve que c'est quand même agréable depuis que nous avons les fleurs, nous avons la mer en face. Donc là, nous sommes dans le jardin, un très beau cadre. Un beau cadre en plein Mamoudzou pour parler de l'actualité, parce qu'on continue à parler de l'actualité, Sarah. Ce sujet qui a marqué cette semaine, les licenciements validés par la DIECT à la Sodifram. On regarde ce sujet de Shakila Issouf. La nouvelle est tombée hier dans le journal télévisé. Le verdict de la DIECT autorise le licenciement des délégués syndicaux dont les fautes ont été reconnues, caractérisées et suffisantes. Une décision qui indigne les délégués syndicaux qui n'ont pas hésité à s'exprimer ce matin. On ne va pas se croiser les bras, on va aller jusqu'à si on va combattre sur la justice, on va à la justice, on va demander notre confédération aussi, nos fédérations de réagir aussi à Paris. Et nous, on va pas laisser 30 familles dans la rue parce que là c'est une atteinte aussi au-delà de guerre droit syndical, mais aussi il y a des familles à nourrir, il y a plusieurs familles. S'ils sont licenciés, cela veut dire la DIECT n'a pas pu analyser que la famille, ce sont des familles aussi, il y a des familles à nourrir. Personne ne voulait que cela se produise, mais voilà, 5 membres de Force ouvrière vont se retrouver au chômage. Ils vont sans doute utiliser toutes les voies de recours pour se défendre, mais que peuvent-ils faire ? Il est clair que les organisations syndicales de Mayotte se sentent touchées par ces licenciements et comptent bien se faire entendre. C'est une information qui nous est amère parce que c'est le mouvement syndical en général à Mayotte qui est attaqué. Il faut savoir tout simplement que ce délégué est présent dans l'entreprise, le délégué syndical, depuis un certain nombre d'années. Il a fonctionné de cette manière et ce fonctionnement a été accepté par la direction. Donc aujourd'hui, aller jusqu'à licencier ce délégué parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur son fonctionnement, nous trouvons que c'est aller trop loin. Malgré que le protocole de sortie de crise du mois de juin ait été signé, une procédure de licenciement à l'encontre des délégués syndicaux a été lancée. Le 8 septembre, les salariés étaient dans la rue. Aujourd'hui, ce sont plusieurs salariés qui se trouvent menacés de licenciement, plusieurs familles qui vont se retrouver sans revenus. Une affaire qui fait grand bruit. La DIECT a validé les licenciements à la Sodifram et les syndicats se soulèvent contre cette décision. Franchement, là, j'ai écouté les infos hier soir, j'ai appris la nouvelle aussi hier soir parce qu'elle était attendue par beaucoup de personnes. C'est vrai que la grève de la Sodifram, c'est quand même quelque chose qui a mobilisé certaines personnes. Et donc, lorsque j'ai entendu cette nouvelle hier, je suis restée un peu hébétée parce que je ne m'y attendais pas. Entendre le licenciement d'un coup de 5 délégués comme ça fait chaud.
je ne sais pas comment je peux vous dire, parce que c'est quand même des gens qui se battent pour essayer de faire évoluer. Donc, toucher au syndicalisme aujourd'hui à Mayotte, aujourd'hui on attaque des délégués syndicaux de force ouvrière. Demain, ça peut être la CGTMA, demain, ça peut être CFTT, d'autres, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres solutions? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver d'autres façons de dialoguer et ne pas aller vraiment à des sanctions aussi lourdes? Bon, ce n'est pas moi de juger, mais moi, je pense surtout à toutes ces familles qu'il y a derrière et tout ce qui peut venir après, parce qu'aujourd'hui, comme on l'entend dire, ce matin on a entendu les réactions de certains, etc. Est-ce que ça ne va pas encore créer une tension dans le territoire? On n'en a pas besoin de ces tensions-là, on en a vécu des lourds. On parle d'économie aujourd'hui, ne pas tuer l'économie de Mayotte. Vous imaginez aujourd'hui que ces personnes descendent dans la rue, avec les familles. On a eu la grève des parents d'élèves avec le rythme scolaire. Donc aujourd'hui, avec cet événement qui va tomber sur la Sodifram, je suis tout à fait en phase avec vient de dire M. Salim Naouda. Ces personnes ont travaillé pendant longtemps. La direction a évoqué des fautes lourdes quand même pour arriver jusque-là. Maintenant, je ne peux pas savoir, je ne suis pas dedans, mais comme dit Salim Naouda, parce qu'on nous dit qu'il ne faisait pas ces nombreux d'heures. Donc ces gens-là sont là depuis un certain temps. Il y a aussi peut-être un laisser-faire aussi de la direction. Il n'a pas mis le haut là en disant, écoutez, vous avez vos décharges d'heures qui sont limitées à tant d'heures, vous ne devez pas les dépasser. Voilà, il y a des discussions à faire, mais venir d'un coup, ce qui m'a beaucoup plus choqué, c'est pas le fait de licencier, ce licenciement, mais c'est le fait qu'il y en ait 5 d'un coup comme ça, parce que moi j'ai peur de la suite, de ce qui peut se passer. Donc j'en appelle aujourd'hui. Que ça fasse effet boule de neige sur le territoire. Voilà, sur le territoire, et qu'on vienne aujourd'hui à bloquer tout ce qui marche, tout ce qui risque de causer vraiment quelque chose à l'économie de Mayotte et à beaucoup au monde du syndicalisme. En fait, c'est une affaire dont on entendra encore parler, je pense, clair, parce que d'autres licenciements sont prévus et les syndicats, justement, ont prévu. C'est pour ça que je dis franchement, on aurait pu. Il y a des moyens de discussion à trouver. Je ne sais pas, la DIACT a dû analyser. Moi, je n'ai pas les rapports, je ne peux pas aller dire que je suis contre ce que vous venez de dire. Moi, c'est le principe même, la façon dont ça a été fait, que je trouve que c'est quand même assez lourd à digérer. Surtout que la voie judiciaire ici n'est pas exclue selon les syndicalistes. Voilà, tout à fait. On continue, Sarah, avec un autre sujet d'actualité qui a marqué cette semaine l'arrivée de la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, Christiane Taubira à Mayotte. Une visite de 2 jours chargée, un programme bien chargé, avec des visites inaugurales, des réunions et rencontres avec le monde judiciaire à Mayotte. La ministre a également visité la prison, la maison d'arrêt de Majicavo. Les images avec Camille Leca. Voilà, c'est fait. Après plus d'1 heure de visite, la garde des Sceaux se présente devant les journalistes pour l'inauguration officielle de la maison d'arrêt de Majicavo. La plaque est enfin dévoilée 4 mois après sa mise en service. Puis, pour la première fois de sa visite sur le sol mahorais, Christiane Taubira prend le micro pour un discours officiel. L'occasion pour elle de souligner l'importance du bon déroulement de l'incarcération et de l'adaptation des sanctions. Il nous faut faire en sorte que le temps d'incarcération soit vraiment un temps utile, que les conditions de maintien des relations familiales, d'insertion, de réinsertion soient assurées, de sorte que la sortie soit une vraie sortie. Pour nous tous, moi-même garde des Sceaux, l'administration pénitentiaire, les personnels qui interviennent au quotidien auprès de ces détenus, pour nous tous, l'objectif c'est de ne pas les revoir. Voilà, ne pas les revoir. Sortie pour de bon. Donc nous mettons en place les dispositions, les dispositifs, les mécanismes qui permettent, qui augmentent les chances pour qu'une fois sortis, ils ne reviennent. Deuxième point important aux yeux de la ministre, la prise en compte de la spécificité des Outre-mer. Évidemment, dans les Outre-mer, il y a des enjeux particuliers. Il y a des enjeux particuliers qui sont dus d'abord à l'éloignement. Bien sûr, les décisions sont prises à Paris, et moi qui ai beaucoup protesté contre les centralisations abusives, le pouvoir d'État qui surplombe, évidemment, j'appartiens maintenant au pouvoir d'État. Eh bien, je veille d'expérience, appartenant au pouvoir d'État, à ne pas surplomber, à ne pas venir avec l'arrogance de celles et de ceux qui savent, qui ont tout pensé, qui ont tout compris et qui imposent les décisions. La visite s'est terminée par la décoration d'une conseillère d'orientation et de probation et de 4 surveillants pénitentiaires. À une action remarquable.
Une visite de la maison d'arrêt des Majicavo. Le monde judiciaire l'attendait, la ministre Sarah. Selon vous, est-ce que le bilan de cette visite est plutôt positif? Écoutez, l'arrivée d'un ministre dans un territoire est toujours une bonne chose. C'est toujours quelque chose de positif. Parce que elle a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est là-haut, on ne sait pas ce qui se passe dans les territoires. Et lorsqu'on se déplace et qu'on vient vers l'institution, qu'on rencontre les personnes qui travaillent avec les difficultés qu'il y a, eh ben, c'est quelque chose de positif. Pour moi, en tout cas, le fait qu'elle se soit déplacée, pour certaines personnes qui disent elle n'a rien apporté pour Mayotte, mais elle n'est pas venue avec un chèque en disant je vais faire quelque chose. Pour moi, ce que j'ai pu retenir, c'est faire un état des lieux, de faire un constat, de rencontrer les personnes qui s'adonnent à leur travail avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de difficultés aussi, malgré les difficultés. Et ben, le constater, moi, le fait qu'elle soit venue déjà au tribunal de grande instance de Mamoudzou, qu'elle ait pu visiter, moi je parle dans mon cas, mon service, le service état civil, qu'elle ait pu visiter le service de mon collègue au niveau des nationalités, qu'elle ait pu se rendre compte des difficultés, parce qu'on en a parlé, le problème des moyens du personnel, des moyens financiers, du matériel. Donc elle en a pris connaissance, et ce n'est qu'en étant sur place qu'on voit les difficultés. Donc pour moi c'est quelque chose de positif, et j'espère, à son retour à Paris, et ben lorsque les rapports ou lorsque le directeur des services de greffe fera remonter les besoins aux chefs de cour et que les chefs de cour saisiront le directeur des services judiciaires, et ben elle aura pris la température, elle connaîtra les besoins de ce territoire. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. Donc pour vous, vous espérez que cette visite aura des conséquences positives Mais sur elle aura des conséquences positives. Et d'ailleurs, elle nous a fait comprendre les avancées qu'il y a eu au niveau du tribunal de grande instance de Mamoudzou. On vient de très loin, d'un TSA, et puis après avec la départementalisation. Donc moi, ça fait longtemps que je suis dans cette institution depuis 89, donc je peux en parler librement, donc je connais les difficultés. Et c'est vrai, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc c'est d'autant plus que le droit commun s'applique à Mayotte. Tout à fait. Et quelque chose qui est aussi très important, même pour nous qui sommes du terroir, nous les agents les locaux, comme on dit aujourd'hui, nous avons eu cette possibilité de passer les examens professionnels parce que jusqu'à un certain temps, il n'y avait pas de greffier mahorais ici. Et depuis 2008, il a commencé à en avoir des greffiers mahorais. Et là, il y a une nouvelle vague, il y a une dizaine de collègues qui viennent de passer de Mayotte, je parle des collègues mahorais qui ont passé l'examen professionnel, qui ont été admis et qui partent en formation à Dijon, qui vont revenir. Donc c'est une très belle avancée. Et donc aujourd'hui pour moi c'est quelque chose de positif et il faut y croire. D'accord. Sarah, Ewa Air mis en difficulté par le réseau entrepreneurial mahorais à Paris pour violence économique. Vous avez entendu parler de cette affaire, Sarah ? Écoutez, j'en ai pas entendu parler vaguement parce que j'ai pas suivi, j'étais absent du territoire à l'époque. Mais hier, j'ai suivi un peu dans vos antennes. J'ai eu un petit bout aussi de l'intervention du président, c'est bien, de la CCI. Et c'est vrai que lorsqu'on veut parler de quelque chose, je pense qu'il faut être dedans et comprendre avant de prendre des décisions qui risquent après de passer pour le ridicule. Parce que là, c'est dommage aujourd'hui pour ces personnes qui ont voulu attaquer Ewa et qui en fin de compte, il n'y a rien, comme on dit, il n'y a rien de concret qui a pu sortir. C'est très exactement dans ce sens que Camille Leca nous a fait ce reportage. Je vous propose de le regarder. Violence économique. Voilà la principale accusation relevée dans les extraits publiés hier du fameux rapport sur la construction du capital d'Ewa. Mais aujourd'hui, rebondissement, le rapport a été mis en ligne dans son intégralité sur le site du réseau entrepreneurial de Mayotte. Problème, la majorité des arguments avancés sont infondés. Il est notamment décrit qu'avec près de 1 300 000 € d'apport, Mayotte n'a le droit au final qu'à 22% des parts et les Mahorais se trouveraient ainsi spoilés dans ce dossier. Et c'est faux, si l'on ajoute les 25% détenus par l'entreprise mahoraise Ilang Invest, et les 22,7% détenus par la CCI de Mayotte, on arrive à une part de 47,7%. Une erreur qui en devient même drôle si l'on s'arrête sur la conclusion de l'étude qui préconise que Mayotte puisse disposer d'au moins 40% de parts d'actionnariat dans la compagnie d'Ewa.
La réunionnaise Air Austral est bien l'actionnaire majoritaire d'EWA, mais pour le vice-président de la CCI de Mayotte, cela se justifie complètement. C'est une compagnie mahoraise dont les actionnaires, qui sont bien sûr des locaux, ont misé de la sorte à ce qu'ils ne soient pas dans l'immédiat majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien de l'expérience, il fallait bien bénéficier des expertises, il fallait bien en bénéficier pas mal de leviers qui feront que cette compagnie puisse prendre son envol. Et à ce moment-là, c'était un choix, je pense, osé, c'était un choix bien calculé. Autre annonce qui s'avère fausse aujourd'hui, l'identité du cabinet d'avocats Smith Doria, à qui le réseau entrepreneurial de Mayotte prétendait avoir commandé ce rapport. Contacté par téléphone, il a nié son implication. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit, pour rien semble-t-il, Sarah. L'histoire de EWA, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, on est à Paris, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe sur ce territoire. Il aurait été plus facile pour ces personnes de venir prendre contact avec les responsables de la CCI avant de se lancer dans cette aventure ridicule. Donc franchement, ça frise le ridicule. Pour vous, c'est tout ce que vous avez à dire. Donc, franchement, c'est dommage. Ça ne donne pas une belle image. Tout à fait. Donc on continue justement, Sarah, avec une autre information, celle de la conférence de presse tenue jeudi matin au Conseil général qui a évoqué les assises sur les conditions de réussite des étudiants mahorais en métropole. Une conférence qui a eu lieu dans les locaux du Conseil général et à laquelle a assisté Camille Leca. Favoriser le retour des étudiants mahorais installés en métropole en les aidant à mieux s'insérer dans la vie active, voilà l'objectif du Conseil général. En choisissant cette thématique, la collectivité a cerné un problème de taille. Bien souvent, les formations suivies dans l'Hexagone ne correspondent pas au marché de l'emploi mahorais. Résultat, les jeunes diplômés restent inactifs à leur retour sur l'île. Le retour comme le départ, ça se prépare. Donc là, on a mis l'accent sur le retour de nos jeunes après leurs études. Donc comment ils vont rentrer, dans quel secteur ils peuvent aller travailler, avec quelle entreprise, avec quelle société, dans quelle administration. Donc tout ça, ça se prépare. Donc c'est pas du jour au lendemain, quand on est sur le territoire, qu'on essaie d'avoir les renseignements nécessaires. Donc c'est l'un des objectifs de ces troisièmes assises qui vont se tenir ce samedi 25 à Toulouse. Et pour mieux accompagner les étudiants dans leurs projets d'avenir, le Conseil général s'est entouré de partenaires, comme la Chambre de commerce et d'industrie, qui veut élargir leurs perspectives. L'idée étant de leur sensibiliser sur la nécessité de créer leurs propres activités après les études et de ne pas rester sur le schéma classique fin d'études, stage et recherche d'emploi dans les entreprises existantes, de leur démontrer par les infos qu'on a et par les moyens mis en place par l'État, notamment je voulais parler de l'auto-entrepreneuriat qui est à leur disposition. Pendant toute une journée, près de 400 étudiants mahorais sont attendus à l'université de Toulouse-Le Mirail. Ils pourront participer à de nombreuses animations et partager leurs expériences. Et le lieu n'a pas été choisi par hasard, l'Académie de Toulouse est celle qui accueille le plus d'étudiants venus de Mayotte. Une troisième édition qui aura lieu ce 25 octobre à l'Académie de Toulouse. Pour vous, Sarah, c'est une bonne chose ? C'est toujours une très bonne chose que d'être très proche des étudiants pour qu'ils ne se sentent pas aussi écartés des décisions qui sont prises au niveau du département. Mais ce que je peux dire aussi, pour moi, c'est dommage qu'on attaque cette problématique que vers la fin des études des gamins. C'est dès le départ qu'il fallait travailler sur ce problème, parce que ça a été dit tout à l'heure encore, que
quel est leur devenir après avoir été diplômés? Est-ce qu'ils auront un emploi au retour du pays? Parce qu'on voit, souvent ces gens ont été formés, mais arrivent ici des diplômes très importants. Et j'ai suivi il n'y a pas très longtemps, notamment au niveau de l'IFSI, à l'école des infirmières, un jeune qui avait un master de droit public, qui s'est reconverti à l'école des infirmiers. Donc, est-ce qu'on n'a pas fait perdre du temps pour rien à ce jeune homme? Bon, c'est jamais perdu, c'est des connaissances, il peut les utiliser plus tard, mais c'est dès le départ, après le baccalauréat, qu'il faut s'accrocher à ces jeunes-là et leur dire, voilà, vous avez choisi telle filière, vous avez choisi à faire telle formation. Posez-vous la question d'abord, est-ce que cette formation vous permettra de revenir au pays et avoir un travail? Mieux les orienter avant de commencer les études. Donc, aujourd'hui, ces Assises sur Life, il faut les tenir, ne pas non plus lâcher ces enfants, ces jeunes dans la nature, mais il faut dès le départ travailler, ne pas attendre en fin de mandature et dire que voilà, on va essayer de trouver une solution à ces jeunes-là. Donc des assises, il en faut, mais je pense qu'il faut les faire, c'est dès le départ, mais pas vers la fin. On entend également dans le reportage parler de cette piste de créer son propre emploi. Pour vous, c'est une piste intéressante? Mais c'est une piste très très intéressante parce que l'administration ne peut pas tout embaucher aujourd'hui. Vous voyez, le conseil général est saturé, la préfecture est saturée, le vice-rectorat est saturé, les hôpitaux sont saturés. Bon, il y a des métiers, comme les métiers comme des infirmiers, de sages-femmes, de puéricultrices, ou les métiers dans tout ce qui est dans le domaine social qui sont encore ouverts. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tout le métier dans l'entreprise qu'il faut essayer de revaloriser et donner les moyens à ces jeunes-là une fois qu'ils auront les bagages, parce que c'est bien beau d'avoir les bagages, mais une fois arrivés sur le territoire, leur donner les moyens parce que la procédure n'est pas facile. Alléger la procédure parce que pour monter déjà une entreprise, vous savez, c'est tout un parcours de combattants entre la CCI, entre le greffe du tribunal du commerce, entre tout ça. Donc c'est quelque chose de très difficile. Donc c'est dès maintenant qu'il faut essayer d'alléger les problèmes pour que les jeunes, lorsqu'ils arrivent ici, n'ont pas un emploi, parce qu'on ne peut pas passer tous les concours non plus, puissent aujourd'hui être inventifs et créer leur propre entreprise. Sarah, vous êtes une femme. Je vais terminer cette émission avec un reportage qui va sûrement vous ravir. La femme rurale, ça vous parle? Alors, c'est tenu cette semaine la journée mondiale de la femme rurale et à Mayotte, elle a été fêtée. Je vous propose de regarder ce reportage de Shakila Issouf. Doharati Boura, Mrahati Chaibou et Mama Madi Atoumani, des femmes agricultrices mises à l'honneur pour leur courage et leur amour de la terre. Avec un petit budget, la société de production Bouche à Oreille, en collaboration avec la délégation des droits de la femme, ont réussi à exposer les photos du jeune Naïl A, une exposition qui ravit les Mahorais. Ça fait plaisir parce qu'en général, quand tu vois la barge, c'est tout triste. Donc ça fait quand même plaisir de voir quelques photos. Au moins, s'ils avaient pris juste les femmes, ça aurait été... Mais il y a aussi tous les bananes, sont mûres, donc ça va. Ça nous permet à nous de manger, de voir les gens qui les cultivent pour nous. Un événement qui invite les femmes urbaines à venir découvrir la vie de ces agricultrices qui vivent des produits locaux de la campagne, des femmes rurales qui au départ exploitent la terre pour leur propre consommation et qui aujourd'hui fournissent la plupart des marchés en fruits et légumes. On a commencé à vouloir mettre en valeur les femmes agricultrices à Mayotte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le 15 octobre, c'est la journée mondiale de la femme rurale. À ce moment-là, on a fait un petit bilan sur la situation des femmes agricultrices mahoraises et on s'est rendu compte que ces femmes-là ne sont pas mises en valeur. En fait, la plus grosse difficulté, c'est que la plupart cultivent pour une autoconsommation. Elles le font pour la famille, elles ont un double rôle. Le rôle d'agricultrice et également le rôle de mère. Et nous, on a voulu justement mettre en valeur ces femmes. Une journée mondiale de la femme rurale qui aurait pu passer inaperçue sans cette exposition. Et même si les femmes préfèrent toutes travailler dans les administrations, certaines continuent à cultiver les champs à l'aide du traditionnel chombo et s'illustrent comme garantes de la culture agricole de l'île au Lagon. La femme rurale, notamment des agricultrices mahoraises à l'honneur dans les barges, amphidromes et au 5-5. C'est pas mal ça. Ah, il était temps de reconnaître ce métier à ces dames qui s'emploient du matin jusqu'au soir à pouvoir gagner leur vie. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des entreprises, mais il ne faut pas aussi oublier que pour vivre aujourd'hui, nous avons du foncier au niveau de l'agriculture. Et ces femmes qui s'adonnent à l'agriculture, moi je dis qu'il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut leur donner les moyens,
parce que c'est quand même un métier noble, parce que aller travailler la terre et pouvoir... Non, mais pas facile tous les jours. Et pas facile de tous les jours, parce qu'il y a toute la problématique d'accès à ce foncier, c'est-à-dire pour y aller, vous savez, quelquefois il faut marcher très longtemps, il faut avoir accès à l'eau, et quelquefois elles n'en ont pas. Et donc ça, c'est quelque chose... Elle continue à travailler avec les outils locaux, avec les outils traditionnels. Donc je pense que c'est un chapeau qu'il faut donner, les féliciter ces femmes-là et les encourager. Et je lancerai un clin d'œil au niveau du département que la prochaine fois, effectivement, il faut aller vers ces femmes-là, il faut aller chercher à savoir quels sont leurs besoins et pouvoir les aider pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Moi aussi, je pourrais vous dire merci parce que j'ai été très contente d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Sarah. C'est ici que s'achève ce 12e numéro des Rendez-vous de l'Info. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.